qu'il a Elodie, il aura la femme. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit. J'en suis hyper heureuse. Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi, être déconstruit, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'un côté les gentils féministes, écologistes, déconstruits, sympas avec leurs femmes, et de l'autre côté les méchants réactionnaires, machos. Radio Déconstruction, la radio qui déconstruit absolument tous vos clichés. Alors c'est vrai, la déconstruction, ce geste philosophique majeur, Bonjour. Donc tu pars du principe que ma journée doit être bonne ? aura vraiment été accusé de tous les maux, et celui-ci est certainement le plus ubuesque que l'on puisse imaginer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup de déconstruction ces derniers temps. Du genre à la race, en passant par le roman national et les valeurs traditionnelles, la réflexion est au cœur des débats au sein des sphères culturelles, familiales et politiques. Mais je me garderai bien de vous donner mon opinion sur sa question, et réciproquement je vous prierai de garder la vôtre pour vous, parce qu'ici on parle d'architecture, voilà comme ça c'est dit. Mais si notre époque est témoin d'une volonté manifeste de déconstruire la masculinité, le pas de taille et les oppressions systémiques, est-ce qu'on pourrait déconstruire l'architecture ? Pourquoi voudrait-on la déconstruire ? Comment le ferait-on ? Et puis déjà, est-ce que ça a même un sens de déconstruire l'architecture ? Je ne vous apprends rien, l'architecture est une affaire de construction. Et vous imaginez bien qu'ici, on ne va pas parler d'inverser ce processus, ce serait trop simple, mais plutôt de processus créatif. Et pour saisir ce qu'on entend par déconstruction déjà, il nous faut revenir à son origine philosophique. Le terme émerge de la pensée de Jacques Derrida, philosophe né en 1930 en Algérie française. En 1967, il publie des textes fondamentaux qui théoriseront la pratique de la déconstruction littéraire. Et cette pratique, c'est une analyse des textes visant à en révéler les paradoxes, les omissions et confusions dans l'axiomatique, dans les postulats bien souvent non questionnés auxquels on adhère souvent à notre insu. C'est une entreprise d'analyse et de remise en question des structures langagières, des fondements de la pensée occidentale. Dans le but non pas de tout démolir, mais d'en interroger les structures et de rouvrir la réflexion. Et si la déconstruction est opportunément apparue à la veille de mai 68, ceux qui s'en réclament aujourd'hui, à tort ou à raison, en ont étendu le champ d'action. Est-ce qu'on n'a pas trop simplement naturalisé le lien entre comportement social et sexe biologique? Et puis aussi, est-ce qu'on n'a pas trop simplement réduit le vol au vent à la tubularité de sa pâte feuilletée? Bon, mais voilà, pour ceux qui n'auraient pas fait un peu de philosophie, Derrida s'inscrit dans le courant dit postmoderne, c'est-à-dire l'ensemble des philosophies qui remettent en question les doctrines de la modernité, comme par exemple le communisme ou la notion de progrès. Voilà, la postmodernité, c'est notre époque qui est incrédule, sceptique face aux grands idéaux universels et lénifiants. Bon, c'est très bien la philo tout ça, mais quel lien avec l'architecture? Eh bien, c'est assez analogue. C'est un autre médium, également fondé sur de grands récits comme la doctrine moderne, considéré par ses promoteurs comme la clé du progrès et du bonheur, mais à l'évidence, tombé dans une impasse. Les années 70-80 verront émerger des courants de pensée en réaction au mouvement moderne, grossièrement incarné par Le Corbusier. L'architecture connaît aussi sa crise post-moderne. Et parmi ceux-ci, il y a le mouvement déconstructiviste. Et le déconstructivisme architectural, en fait, vous le connaissez assez bien en vérité. C'est le musée Confluence à Lyon de la Copie Himmelblau, le bâtiment Pierre Vive de Montpellier de la regrettée Zaha Hadid, ou encore la fondation Louis Vuitton à Paris ou le musée Guggenheim à Bilbao de Frank Gehry. Bon, à première vue, on pourrait se dire, ok d'accord, on met des murs penchés, des sols inclinés, des poteaux de traviole et voilà le travail, on a déconstruit l'architecture, mais qu'est-ce donc que cette tartufferie? Oh, Frank Gehry, tu es un génie! Mais en réalité, il y a une solide démarche conceptuelle derrière certains de ces projets. Et le déconstructivisme provient assez directement d'une transposition vers l'architecture des réflexions initiées par Jacques Derrida. C'est un mouvement artistique qui s'attelle à questionner les postulats formels de l'architecture, en assumant de fait sa rupture totale avec l'histoire, le contexte, la technique et la tradition, en redéfinissant le processus de conception à partir de ses propres règles du jeu, ses propres contraintes.
En cela, le déconstructivisme n'est pas un genre ou un style architectural, puisqu'un style, c'est précisément un ensemble de conventions formelles. Non, c'est une démarche conceptuelle. Bon, voilà, maintenant on sait ce que c'est et d'où ça vient, mais dit comme ça ressemble quand même pas mal à un caprice d'architecte plasticien. Alors forcément, on se demande, pourquoi déconstruire l'architecture? Est-ce que c'est vraiment une démarche qui fait sens? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est pourquoi on va essayer de comprendre ensemble une œuvre manifeste du déconstructivisme, à l'avant-garde de ce courant. C'est un programme de parc urbain combinant paysage et architecture, et peut-être bien que vous le connaissez si vous arpentez la capitale. Mais avant de se demander pourquoi et comment on a déconstruit l'idée d'un parc, il faut se demander au préalable comment construit-on l'idée d'un parc. Un parc est un aménagement politique. Alors je suis pas en train d'affirmer que partir en manif ou en balade dominicale c'est la même chose, encore que ça peut se défendre, mais que la conception d'un jardin sous-tend une doctrine. Un parc, quand on y pense, c'est un peu une mise en scène idéale qu'une période historique se fait de sa relation au monde. Vous allez comprendre. Le parc du XVIIe siècle, c'est le parc construit sur le modèle français, comme les jardins de Versailles conçus par le nôtre. C'est une nature ordonnée, maîtrisée, qui met en scène le projet absolutiste de Louis XIV. C'est aussi l'époque de René Descartes, qui écrit que par le développement du savoir, l'homme pourrait être maître et possesseur de la nature. Le parc du XVIIIe siècle, c'est le parc anglais, une sorte de nature magnifiée et faussement sauvage, dans lesquelles les architectes modèlent lacs et collines pour créer des panoramas bucoliques. Il ponctue ses jardins de folie, des petits pavillons à l'antique extravagants. On pourrait y voir la mise en scène du monde impérial contenu dans un petit univers clos et ordonné. Le parc du XIXe siècle, c'est le parc public construit au sein de la ville suivant la doctrine hygiéniste. Le parc haussmannien des Buttes-Chaumont, par exemple, permet d'offrir aux Parisiens un lieu de promenade exaltant la vertu, mais il permet surtout d'aérer et donc de purifier la ville, car la théorie des miasmes en vigueur stipule que les maladies émergent de l'air vicié. Et le parc du XXe siècle, eh bien, c'est la ville moderne. La doctrine moderne théorise la synthèse entre ville et parc et prévoit de densifier le volume bâti dans de grandes barres de logements installées dans un grand parc ouvert. Mais dans les faits, ça n'a pas fonctionné, notamment parce que les architectes ont sous-évalué la surface que la voiture prendrait dans l'espace urbain. Voilà, vous avez compris, concevoir un parc, c'est un acte idéologique. Comme l'architecture, il est l'expression de l'esprit de son temps. L'architecture n'est jamais pensée sans le paysage, les deux font partie d'un tout cohérent. Bon, à ce stade, vous vous demandez certainement, qu'en est-il du parc du XXIe siècle? Et se poser cette question revient donc à se demander à quelle doctrine il se réfère. Et si on sait y répondre, ce sera facile d'imaginer à quoi il ressemble. Inventer le parc du XXIe siècle. Eh bien, c'est précisément l'objectif annoncé du programme élaboré pour le concours du parc de la Villette en 1982. Et oui, les mecs se croyaient déjà 20 ans dans le turfu. La capitale française, l'une des plus denses du monde, connaît un sérieux manque d'espace vert, et ce qui tombe plutôt bien, c'est qu'un très grand terrain s'est libéré au nord-est de Paris. Les abattoirs de la Villette, construits sous le baron Haussmann, sont désaffectés depuis 1974 suite à leur vétusté et aussi à un scandale politico-financier, celui de la construction de la grande salle des ventes, laissée à l'état de chantier depuis 1967, faute de crédit. C'est un immense terrain de 55 hectares collé à l'est au boulevard périphérique, la frontière physique qui délimite la ville historique de la banlieue. Le terrain est délimité au nord par des voies ferrées, à l'ouest par le canal Saint-Denis et coupé en deux par le canal de l'Ourcq. Lors du concours pour l'aménagement du parc en 82, on a déjà fait un gros ménage sur le terrain. Les abattoirs et les voies ferrées sont rasés, seuls les bâtiments que l'on peut valoriser sont conservés. La dite salle des ventes inachevée, la rotonde des vétérinaires, l'ancienne horloge, la grande halle 19e entourée de 4 pavillons et une fontaine au lion de Nubie. Ce qu'on sait aussi en 82, c'est que dans un futur très proche au sein du parc, on réaffectera l'énorme salle des ventes inachevée pour en faire la cité des sciences et de l'industrie au nord, on construira une grande cité de la musique et un conservatoire au sud, et on installera à l'est une grande salle de concert temporaire qu'on nommera le Zénith.
Ça, c'est pour le contexte. Pour ce qui est du programme, on souhaite un parc qui ne soit pas qu'un espace vert, mais qui accueille de nombreuses activités qui puissent être évolutives. Sport de plein air, gymnase, thermes, restaurants, ateliers, maisons d'enfants, etc. Un grand concours international est lancé, le jury recevra 472 propositions venant du monde entier parmi les architectes, les paysagistes et les urbanistes les plus talentueux de cette fin du XXe siècle. Autant dire que ce concours a suscité un engouement extraordinaire. Et pourtant, fallait aller au charbon, parce qu'en vrai, c'est plutôt mal barré. Parce que maintenant qu'on a posé tous les éléments de contexte, essayons de comprendre un peu le défi à relever. Il nous est donc demandé de faire un parc urbain avec des activités diverses et évolutives dans le temps. Pour cela, nous disposons d'un terrain situé pile à l'articulation mal branlée entre immeubles haussmanniens et bars modernes, pris en étau par un canal, des voies ferrées et un périph' 2x4 voies, sur un site qui accueille une halle en fonte, 5 pavillons classiques en pierre de taille, une fontaine au lion, une cité de la musique conçue par Christian de Porzampar, une salle de concert temporaire en métal et polyester, une structure en métal en béton des années 60 transformée en cité des sciences, une horloge, une grosse boule brillante et un sous-marin. Sérieusement, vous, qu'auriez-vous fait? Un parc à l'anglaise un peu romantique, en niant le périph' et les bâtiments ingrats? De grandes allées classiques à la française, sachant que rien n'est ordonné? Un bâtiment excentrique, accueillant l'ensemble des activités dans un grand parc moderne, pour ajouter à la disharmonie ambiante? On a défini la post-modernité tout à l'heure, et maintenant peut-être que vous saisissez toute la difficulté de fabriquer la ville d'aujourd'hui. La post-modernité, ça n'est pas qu'une crise intellectuelle qui révèle l'embarras de notre temps à construire des récits fédérateurs, c'est réellement une crise existentielle qui témoigne de notre difficulté à faire du lien dans la maille décousue des idées, mais aussi des choses et des lieux. Et le terrain du parc de la Villette est à l'image de notre présent. Un collage, un patchwork d'éléments hétérogènes. On a dit que les parcs ne sont jamais pensés sans l'architecture qui va avec, et que les deux étaient l'expression des doctrines de leur temps. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a pas de doctrine consensuelle, pas de contexte harmonieux, rien qui puisse aisément lier toutes ces choses ensemble et faire du sens avec. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Sur les 472 propositions au concours, chacun y va de sa solution, des très originales, des moins originales, mais le projet qui l'emporte a séduit le jury par son approche radicalement innovante. C'est celui de Bernard Tchomy, enseignant et théoricien de l'architecture franco-suisse, très imprégné de la philosophie de Jacques Derrida, qu'il conviera d'ailleurs à la conception du parc. Et son idée, c'est que s'il n'y a pas de doctrine, pas de solution clé en main, il nous faut une stratégie. Et la stratégie de Bernard Tchomy, c'est d'accueillir la complexité du réel à bras ouverts. Il n'y a pas d'unité architecturale? Embrassons le chaos. Les flux perturbent l'immuabilité urbaine? Embrassons la dynamique. Le contexte n'obéit à aucune règle formelle? Embrassons la déconstruction. Refusons le carcan de l'existant et inventons nos propres règles du jeu à partir de celui-ci. Un jeu dont le but est de provoquer l'inattendu, de générer des situations accidentelles, de concevoir une architecture des événements. Et pour cela, on va superposer sur le territoire du parc 3 logiques indépendantes, les points, les lignes, les surfaces. Les points, c'est le système des objets, c'est notre trame architecturale. On détaille le programme, vous vous souvenez, gymnase, restaurant, atelier, etc. Et au lieu de concentrer ces activités dans un grand bâtiment unitaire, on les distribue à travers le site tout entier selon une grille orthogonale de points. Cet éclatement du programme force une dynamique de mouvement des promeneurs arpentant le site de point en point, encourageant les découvertes. Vous vous souvenez des folies, ces sortes de petits pavillons extravagants parsemés dans les parcs anglais? C'est comme ça qu'on va nommer ces petits édifices qui vont accueillir ces activités ponctuelles. Les 26 folies de la Villette. Mais on va y revenir. Les lignes, c'est le système des mouvements. C'est notre trame de promenade. 2 promenades rectilignes couvertes qui se croisent, suivant la trame orthogonale des folies.
le passage nord-sud reliant les portes de la Villette et de Pantin, le passage ouest-est reliant Paris à sa banlieue en longeant le canal de l'Ourcq, une allée circulaire interrompue par le canal et 2 allées diagonales qui mènent au Zénith. Enfin, un circuit sinueux nommé la promenade cinématique qui relie les différentes parties du parc. Mais on va y revenir. Quant aux surfaces, c'est le système des espaces, c'est la trame des activités. Les activités nécessitant de grandes surfaces de plein air, comme les aires de jeu, de sport, de spectacle, etc., prennent librement place sur les prairies du parc, grandes étendues d'herbe dépouillées de tout traitement paysager. Voilà 3 logiques programmatiques que sont objet, mouvement et espace, mises en forme par 3 systèmes spatiaux que sont points, lignes et surfaces, indépendants les uns des autres, mais qui superposés finement génèrent des points de friction, des conflits qui renforcent la dynamique du parc. C'est ça l'idée maîtresse de Bernard Tchomy. Mais voyons ça de plus près. Les folies donc, c'est l'identité du parc de la Villette, mais une identité diffuse, éclatée. Ce sont des édifices rouges monochromes comme composés de fragments d'architecture à l'aspect vaguement industriel. Mais ça n'est ni la tradition ni la fonction qui dictent leur forme, au contraire des doctrines classiques et modernes, mais tout un jeu sophistiqué de variations formelles. Bon, comment ça marche ? Les folies du parc ont toutes la même structure de base, un module cubique de 10,80 m subdivisé par 3 entr'axes de 3,60 m, bref, un gros Rubik's Cube. Et ce module subit des transformations, des ajouts de composants répétitifs ou singuliers, et de modules qui subiront des permutations. Déjà, on a 3 types principaux de folies. Les folies structures, qui ont une ossature ouverte, les folies complètes, qui sont des volumes fermés, et les folies fragments aux volumes éclatés. Et puis, on a 3 configurations possibles de folies selon le programme, les folies simples, les folies avec galerie, et les folies avec palais. Et surtout, les folies sont composées de 3 éléments primaires, l'ossature, la surface pleine et le volume fermé. Et ces 3 éléments peuvent subir des intersections, des répétitions, des qualifications, des distorsions, des fragmentations. Et bien sûr, toutes les combinaisons possibles entre tous ces éléments et leurs altérations. Tout ce jeu d'architecture faite de fragments recombinés finalement résonne comme une allégorie du temps et du lieu postmoderne. Elle redéfinit le rôle de l'architecte comme celui d'un opérateur d'architecture, un inventeur de relations. Il ne compose plus, mais il combine, il permute. Un jour, un architecte a défini l'architecture comme la rencontre entre un site et un programme. C'est très juste, mais la démarche de Tchomy est à contre-courant de cette orthodoxie. Ce n'est ni le site ni le programme qui composent l'architecture. Les folies ne se soumettent qu'à leurs propres règles, la combinatoire donc pour l'architecture, et le tramage pour leur distribution dans l'espace. Mais vous constatez que cette trame de 120 mètres d'intervalle n'est pas non plus une disposition totalement arbitraire. Elle est arrangée très finement de façon à ce que les pavillons soient positionnés de façon stratégique. La folie Cité de la Musique, la folie Zénith ou la folie Argonaute jouent le rôle de pavillon d'accueil de ces édifices. La trame jouxte aussi celle des promenades pour générer des séquences d'événements, comme la folie des merveilles au croisement des 2 promenades axiales. Mais la trame entre aussi en conflit, en accident volontaire avec les autres systèmes, la folie théâtre ou la folie janvier qui percute les anciens édifices haussmanniens. Et cette architecture fragmentée des folies, eh bien paradoxalement, c'est ça le liant du parc. Ce sont tous ces pavillons qui, articulés avec toute cette diversité architecturale, les bâtiments modernes, contemporains, haussmanniens, recousent le tissu fracturé de ce morceau de ville, redonnent un sens commun au territoire de la Villette. On va finir par la promenade cinématique. Hormis les grandes allées qui canalisent les flux les plus importants sur le site, il y a cette promenade discrète, intimiste et assez insaisissable. Elle serpente dans l'ensemble du parc, un peu comme une bobine de film qui serait tombée accidentellement. Et ça n'est évidemment pas un hasard si elle s'appelle la promenade cinématique, puisque c'est une succession de séquences, c'est-à-dire une succession de mouvements inscrits dans le temps comme un film ou une symphonie.
Pour jouer cette bande, il faut donc la sillonner, et chaque séquence paysagère est un jardin différent. Bernard Tchoumi offre à différents artistes, architectes et paysagistes la liberté d'aménager leurs propres séquences au sein du parc. Jardin des miroirs, jardin des vents et des dunes, jardin des ombres, jardin de la treille, jardin des bambous, jardin du dragon ou jardin des frayeurs enfantines. Une dizaine de jardins aux thématiques oniriques se succèdent sur cette bande cinématique. Mais ce périple est parsemé d'embûches. Lorsqu'on l'emprunte, on en perd souvent la trace. Il nous faut un certain sens de l'observation pour le récupérer lorsqu'il croise les autres allées. Loin d'être un corridor évident, il est perceptible en filigrane, en pointillé. Il se laisse deviner comme un fil décousu dans le tissu complexe du site. En somme, le parc de la Villette échappe à une lecture intuitive. On peut l'arpenter 1000 fois et 1000 fois s'y laisser surprendre. Ce qui pose question, est-ce qu'on a besoin de comprendre tout l'échafaudage théorique pour l'apprécier à raison, ou suffit-il de s'y laisser surprendre ? On est en droit de penser que ce discours très sophistiqué sur la déconstruction de l'espace, c'est de la branlette d'architecte qui a trop lu de philo, et qu'il en fallait pas tant pour planter 3 arbres sur une friche industrielle. Mais force est de constater que ce parc, eh bien, il fonctionne. C'est un parc populaire et apprécié, et il tient ses promesses. Il négocie entre toutes ces entités urbaines en lutte. Il provoque les événements. Il accueille le mouvement, la ville en devenir. J'en veux pour preuve l'intégration dans le parc en 2015 de la Philharmonie de Paris, conçue par Jean Nouvel, monstre polymorphe recouvert d'écailles. La déconstruction de l'espace post-moderne est plus qu'un discours. C'est une pensée appliquée, performative. Et je ne suis pas certain que Bernard Tchoumi soit parvenu à établir un nouveau modèle pour le parc du XXIe siècle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a amené une réflexion stimulante de la fin du siècle dernier pour retisser la maille décousue de ce morceau de ville. Mais jugez-en par vous-même. Allez vous perdre dans le parc de la Villette. Et j'espère qu'avec ces éléments de lecture, vous le découvrirez avec un regard nouveau et une âme joueuse. Alors, vous avez remarqué que je vous ai finalement peu montré d'images du parc. C'est parce que cette vidéo fait partie d'un diptyque préparé avec Mohamed de la chaîne Le Nouveau Programme. Tiens, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous. Alors, Le Nouveau Programme, c'est une émission où je vous emmène sur place pour vous montrer des réalisations emblématiques de l'architecture du XXe siècle. Vous y découvrirez les contextes historiques et spatiaux qui ont mené à la réalisation de tels projets. Vous les comprendrez à travers des plans, des coupes, des axonométries animées et vous aurez même droit à un point de vue sensible avec des interviews d'habitants, de spécialistes ou d'usagers. Rendez-vous donc sur ma chaîne pour découvrir autrement le parc de la Villette ainsi que plein d'autres opérations. Quand Mohamed m'a proposé de travailler sur la Villette, j'ai accepté avec enthousiasme, mais vu la complexité de ce projet, ça nous a donné bien du fil à retordre. En tout cas, j'espère que, comme nous, ça vous aura donné matière à réflexion et envie de vous y promener. Merci infiniment à celles et ceux qui soutiennent Architecton sur Tipeee et KissKissBankBank. Vous aussi, vous pouvez contribuer au développement de ce projet en les rejoignant ou en partageant la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire d'architecture.